白ひげを魅了しロジャーが惚れ込んだワノ国の侍。彼こそ英雄、彼こそ主だった。Bonjour tout le monde et bienvenue au Mon Corvo, voici Kitaro et voici Kamaltero. Et bienvenue dans l'analyse complète du chapitre 969 de One Piece. Et je peux le dire, oui en effet, Wano Kuni est mon arc préféré. Oui mesdames et messieurs, je le dis, il y a eu Marineford, il y a eu Enies Lobby, mais maintenant, il y a Wano Kuni. Déjà on juge un arc quand il est fini. C'est vrai, mais quand on repense depuis Kinemon sous la neige à Pon Khazard, jusque là, maintenant c'est un truc de fou. Un auteur qui dédie tout son nouveau monde dans une seule et même histoire, un seul et même but, c'est Butobas Kaido. Et de voir cette dernière page du chapitre 969 montrer que dans le passé ça a échoué et que ça va devoir se terminer dans le présent, c'est incroyable. Histoire longue en fait, l'épopée vraiment des fourreaux rouges dont on a l'origine du nom aujourd'hui ici, en traverser tout l'océan dans la déchéance, mais une énorme remontada sur une écriture qui s'est faite sur plus de 10 ans quoi, c'est monstrueux. Arriver là comme ça, voir que le mangaka a tout en tête, tout est pensé, vous allez voir que dans cette review on a fait encore plein de liens comme ça entre précédents chapitres, des parallèles, c'est ultra bien foutu. Et moi vraiment, en tout cas, je peux dire que l'histoire qui me plaît le plus dans One Piece et qui m'a le plus ému jusque là, c'est bien celle de Oden Kuzuki et de ses 9 fourreaux rouges. Si le nouveau monde c'est quelque chose, c'est en fait au final la saga des fourreaux rouges, la saga de ces 9 samouraïs, de leur maître et des conséquences de leurs actions sur le présent aujourd'hui, intimement lié avec un voyage temporel, tout est connecté. C'est pourquoi en première partie, et c'est normal si vous n'avez pas compris les bails vraiment de ce chapitre, puisque c'est vrai que c'est un petit peu compliqué dans une première lecture et on va être là pour pouvoir tout discuter ensemble. Vous inquiétez pas, l'ambiguïté est totalement maîtrisée et installée par le mangaka. Si vous n'avez pas compris, c'est normal. Avec un Oden Kuzuki qui danse la smala comme ça toutes les semaines pendant 5 ans, c'est quand même un coup de maître de la part de Roshi. Et du coup, on va un petit peu analyser toutes les pistes qui nous permettent de comprendre pourquoi Oden Kuzuki s'est fait tant humilier, a pris tant sur ses épaules pendant tant d'années, ça fait beaucoup de temps, et de temps aussi du coup. Et en seconde partie, parce que c'est quand même vraiment la consécration absolue de tout ce flashback qui était pourtant merveilleux, c'est El Famoso remontada mortel d'Oden Kuzuki, comprendre où est-ce qu'on va, qu'est-ce qui va se passer, les 9 fourreaux rouges Oden Kuzuki qui sont en marche vers une seule personne, Kaido. Shinobu, raconte-nous, Shinobu, raconte les bails s'il te plaît parce que là on veut trop en savoir. Le chapitre, comme Oden Kuzuki qui continue sa lancée vers Orochi, ça commence directement comme ça. Et tout de suite, qu'est-ce qui empêche? C'était vraiment là où on a un Ichiro Oda qui encore une fois contrecarre toutes les attentes des lecteurs. Non, ce n'était pas la vieille, c'est bien Orochi. Et c'est aussi le fruit de Bartolomeo qui va empêcher le samouraï d'atteindre le serpent. Très intéressant, c'était totalement inattendu. Et donc nous avons la révélation que les deux personnages, les deux Pépé Mami, sont en fait des Kuruzumi. Semimaru et Higurashi Kuruzumi. Il faut savoir donc que la famille Kuruzumi a un terrible passé. Il y a 70 ans, et ben le père de Sukiyaki Kuzuki, donc le grand-père d'Oden Kuzuki, n'arrivait pas à avoir d'enfants à ce moment-là. Donc les familles de daimyo, les 5 familles de daimyo à travers le pays s'agitèrent pour savoir qui allait prendre la place du shogun parce qu'il n'allait pas avoir d'enfants. Et donc les Kuruzumi, eux, plus bâtards que les autres, avaient décidé d'empoisonner les autres familles lentement mais sûrement pour prendre le pouvoir. Sauf que au dernier moment, Sukiyaki Kuzuki naquit et donc le plan des Kuruzumi fut dévoilé et le grand-père fut obligé de se seppuku, de s'harakiri, et la famille Kuruzumi fut destituée de ses rangs. On suppose que c'était Akuli, donc c'est pour ça que c'est devenu une zone de non-droit et obligé tout simplement de mendier dans tout le pays. C'est pour ça que la toute première fois que nous voyons Orochi, il est en mendiant et bien sûr découvre
en fait sa famille, la sorcière et le grand-père qui est en fait peut-être ceux qui ont vécu à l'époque de son grand-père, l'assassin. Ce qui est énorme avec Oda, c'est qu'il a tellement pas le temps qu'il nous sert en fait dans la forme un moyen de rappeler un petit peu le fond, parce que vous savez du coup que dans le précédent chapitre on avait Toki Kuzuki qui disait non n'y va pas parce que sinon ça va être la haisse et tout ça. Spoiler alert, elle avait raison. Et ce qui est vraiment formidable, c'est que dans la première page vous regarderez avec un Orochi qui est là en mode Oden non. Et du coup juste la case d'après c'est Toki Kuzuki qui fait pareil, Oden non, avec un mimétisme vraiment formel de résumer en fait vous savez le previously on Wano Kuni. Et du coup par contre ce qui est vraiment extrêmement louche, c'est le bail des deux fruits du démon qui sont celui donc on va dire de Bartolomeo, en tout cas c'est le fruit de la barrière et le fruit du travesti, qui est celui de Bonchan. Et là où c'est vraiment cool, c'est que du coup on a une symbolique très forte qui est que si c'est ce qui a permis d'empêcher la mort ou en tout cas la destitution de Kaido dans le passé, c'est sans aucun doute ce qui va permettre sur le long terme à Luffy d'y arriver, puisque c'est quand même les deux fruits qui ont aidé notre ami. De deux très grands alliés du chapeau de paille, Voilà. Bonchan qui aura donné sa vie entre guillemets à Impel Down et Bartolomeo qui aura consacré sa vie, on va dire. qui consacre sa vie encore à Luffy. Mais ce qui est hyper intéressant aussi, c'est de se rendre compte que les 3 seuls et uniques fruits dans tout le pays de Wano sont à la disposition des Kuruzumi. Petit rappel, Wano Kuni étant totalement fermé du monde entier, les fruits du démon n'existent pas et sont apparentés à la sorcellerie, comme par exemple le Haki qui n'existe Et pas. on peut encore moins s'entraîner à les battre, puisque du coup on a personne pour s'entraîner au Haki. C'est pour ça que plus tard les gens connaîtront le Ryo. Pour le moment, vraiment, il faut savoir que tout ça s'apparente à de la sorcellerie. On se rappelle de Robin dans le présent, au chapitre 932, qui est perçue comme une sorcière parce qu'elle utilise le Mane Mane no Mi. Ou Brook comme un gars cheveux kudo. Exactement, voilà. Comment ça se fait que les 3 personnages qui ont des fruits du démon, ce sont les Kuruzumi? Il est fort à parier que Kaido est donc derrière tout ça et qu'il est celui à l'origine des fruits du démon, celui qui a mis les Kuruzumi en place, parce que nous savons très bien que Kaido venant s'installer sur Wano Kuni pour faire un peu son business, peut-être ce qui l'arrange lui, c'est d'avoir un homme au pouvoir qui désire maintenir le Sakoku. C'est très important de comprendre qu'en tant que pirate, lui il en a strictement rien à faire du coup d'état d'Orochi, de quoi que ce soit. Il a vu Orochi, il a dû dire c'est lui le gérant officiel, j'en ai strictement rien à faire. Cependant, ce qu'il a quelque chose à faire, c'est le mec qui s'appelle Oden et qui veut ouvrir le pays. Ça par contre, ça lui va pas du tout. Et qui est normalement l'héritier légitime après Sukiyaki. Donc pour lui, c'est très bien de créer un complot, de mettre Orochi au pouvoir, qui veut laisser en place le Sakoku, qui est la politique d'isolationnisme du pays, et donc fermer les frontières pour que le gouvernement ne vienne pas faire chier Kaido. Parce que vous voyez, sur le long terme, quand même, après les rocks, tout ça, ce gars il s'est dit je vais galvaniser mes troupes pendant très longtemps, et pour ça, il faut juste que je puisse trouver une base secrète, une île, un endroit où on me fera pas chier, et c'est le seul endroit sur Terre où le gouvernement ne peut pas agir. Et du coup Kaido il s'est dit il me faut juste un despote de merde qui fasse la cour là, et tandis que moi, derrière... Mais alors, une question se pose, qu'a dit Orochi à Oden pour pouvoir le manipuler et l'humilier ainsi? Très intéressant et encore une fois totalement inattendu. Une seule personne va pouvoir nous le dire. Shinobu, raconte-nous le raconte. C'est bien Shinobu, la femme ninja, alliée des Kuzuki dans le présent, et par la même occasion crush de Raizo, oui, rappelons-le. Il a été viré pour ça le pauvre. Voilà, et aussi de beaucoup d'Oniwaban, on se rappellera que... Ouais, mais ils ont résisté. Donc il est possible que nous n'ayons pas les réponses dans le passé, mais bien plutôt dans le présent. Et limite même, vous savez quoi, à la toute fin de l'arc, ou alors très prochainement, si on est sur tous les samouraïs ensemble et tout ça, c'est pour nous faire un petit peu une épaladiplos scénaristique qui veut que ça finisse avec un signe formel comme ça a commencé. Et du coup, vous savez, ça a commencé avec tous les fours rouges face à la catastrophe et avec une Shinobu quand même qui était là, qui pleurait et du coup pourrait peut-être s'asseoir sur un caillou et dire bordel tout ça parce que Oden a gna et nous raconter. Voilà, en tout cas, je vois mal ça amener ça dans le passé, mais plus dans le présent. Sinon, Shinobu ne serait pas présente. Donc, c'est hyper intéressant et surtout, ça montre à quel point elle est très investie à la cause des Kuzuki. Si on peut établir une piste et vous le verrez vis-à-vis de ce que dit Oden à Orochi quelques jours avant son exécution, c'est-à-dire oui, le bateau et Kaido. Notre accord. Il est assez clair que cela se manifeste par 2 démonstrations de force très vives de la part de Kaido et de Orochi. Tout simplement, la première, c'est des petites flèches qui tombent sur les gens qui sont là quand même pour dire ouais, vive Oden, Dab et tout ça, et qui se prennent du coup des flèches empoisonnées, ce qui laisse sous-entendre quand même qu'on a 2 acteurs primordiaux. C'est quand même un Queen. Surnommé la pandémie, c'est lui qui est à l'origine de tous les virus et poisons de l'équipage en fait, voilà. C'est lui qui crée tout ça. Donc sûrement une flèche empoisonnée, une flèche tirée quand même par l'autre calamité de cet arc, c'est quand même Batman qui devait déjà être là et qui devait tirer, et du coup ça c'est quand même très important parce que si on est Oden Kuzuki à ce moment précis et qu'on n'aime que 2 choses dans notre vie, c'est notre peuple et ouvrir les frontières clairement, je pense que quand il a vu ça, Orochi a dû dire oui regarde à cet instant T où nous parlons, des flèches sont en train de tomber aléatoirement. C'est du pur chantage, voilà, c'est juste regarde ce que je sais faire.
meurs, meurs. Ah, si tu m'écoutes pas, d'autres mourront. Et la manifestation de force absolue, c'est-à-dire que t'as même besoin de rien faire, c'est tout. Tu fais juste tournoyer un dragon au-dessus de ta tête. Et alors, il est très important de noter que durant cette conversation, toujours mystérieuse, c'est bien un marché qui a été conclu entre les deux concernant un bateau, mais surtout Kaido. Et quand, eh ben, nous voyons dans ce chapitre un Oden à la fin pleurer de rage, il ne dit pas ce Orochi, je vais me le faire, il dit ce Kaido, je vais me le faire. Donc ça veut dire qu'il y a vraiment quelque chose, c'est Kaido qui est sûrement arrivé quand il dit les habitants étaient vite rentrés chez eux et ont vu un dragon. Ça veut dire qu'il y a eu une discussion où Kaido est arrivé et a dit écoute maintenant Minus, tu fais ce que je te dis, c'est comme ça que ça se passe. Et est-ce qu'il n'y aurait pas des bails un peu tout simplement sur la vérité de ce monde? Oden, étonnamment, c'est le seul en fait de tout le pays qui connaît la vérité sur le monde. Et comme Kaido désire la connaître, on va peut-être le savoir plus tard, mais en tout cas, une chose est sûre, Mihawk l'avait dit, si un homme d'une telle importance ravale sa fierté, c'est forcément pour la fierté des autres. Donc Oden, soit il fait ça pour son peuple, soit vous le savez, la question du bateau, ça peut être bien un besoin d'ouvrir les frontières, et c'est alors une promesse de Orochi qui lui aurait dit t'inquiète pas, le peuple je le laisse tranquille, et surtout j'ouvrirai les frontières pour toi mon coco. Voilà. Cependant, il se trouve qu'à la fin, Orochi il a dit Encore une fois, Eiichiro Oda nous place Orochi sur le podium des méchants de One Piece. Devant Spandam, devant les dragons célestes, Orochi est pervers, méchant et diabolique. Mais surtout, ce qui le démarque des autres et qui attise notre haine, c'est son intelligence. Sa parano qui le fait avoir raison au chapitre 960, démantelant parfaitement la révolution, et au chapitre 969, comprenant que la meilleure chose à faire est d'humilier Oden, briser l'image de l'homme invincible, du héros de Wano Kuni, piétiner au sens littéral la figure héroïque qu'il représentait, manipulant ainsi l'opinion publique et le moral de son peuple, obligeant Oden en le faisant chanter à devenir l'idiot du village. Et là on a quand même une super belle page sur la plage d'Oden qui court il y a 24 ans apprenant la mort de son ami et le seigneur des pirates quand même, Goldie Roger. Et encore une fois, c'est ouf parce que ça fait des saletés de frissons, un saleté de vertige où tu te dis mais en fait, toute cette histoire d'Orochi et tout, il y a 2 secondes c'était rien. On avait Joe Boy, on avait Raftel, on avait le One Piece, on avait tout ça. On s'en fout en fait. des pleurs mêlés Et pourtant voilà, au rire. voilà un personnage qui pleure et qui rigole. Dans le chapitre juste avant, on avait Roger qui rigolait, Shanks qui pleurait. Ça nous fait vraiment tout un truc où on se dit que Roger est beaucoup plus important de Wano Kuni, mais pourtant c'est que la même histoire, c'est One Piece. Ne vous inquiétez pas si c'est quand même obscur tout ce qui est en train de se passer sur le marché entre Orochi et Oden. C'est simplement parce que justement on va y revenir. Vous savez, chez Oda, quand souvent il dit ce jour-là, bizarrement, des flèches sont tombées, etc. C'est-à-dire que c'est des choses que plus tard nous comprendrons quand, eh bien, on va justement nous expliciter tout ça vis-à-vis du point de vue d'un personnage. Ici, le narrateur, il ne voit pas, il est aveugle, tout simplement, comme les autres personnages, il subit, et alors il se dit il y a des flèches qui sont tombées, et tout ça on le comprendra plus tard. Et du coup, là où c'est très important et qui le souligne ça aussi, vous savez, eh bien c'est tout simplement le fait qu'on voit Moria dans ce chapitre qui est vraiment superbe sur juste une page, et vous savez très bien que quand Oda il dessine juste des ombres comme ça et un combat sur une page, ça montre qu'il n'a pas le temps et que du coup tout ça sera explicité soit plus tard, soit en tout cas dans les SBS, etc. C'est vraiment un millefeuille ce flashback. Et pour en venir à Moria, ce qui est très important, c'est que ce type, il a fait quand même de sacrées choses, c'est-à-dire que vraiment on se dit que lorsqu'il a fait Lockdown Wano en 1 an, c'est quand même assez formidable quand même pour un rookie. C'est quand même important de préciser qu'il s'est fait totalement hagal, vraiment il s'est fait massacrer, hein. Oui. Il le dit lui-même. Cependant quand même c'est vraiment cool, on voit qu'il avait un équipage avec lui, ce qu'il n'a plus aujourd'hui, qu'il a seulement une armée de squelettes et tout ça, enfin une armée de morts vivants, et que Kaido lui avait en tout cas une personne, ou peut-être 2, mais en tout cas une, vous regarderez, c'est King. Moria, qui va commencer son armée de zombies, en profite donc pour voler le cadavre d'une légende, celui de Ryuma. Il ne lui manquera alors plus que celui de Odds. Shusui, quant à lui, volé avec son maître et étant considéré comme un trésor national, tombera entre les mains de Zoro à Thriller Bark, pour finalement, avec la demande de Gyukimaru et de Iori, retourner sur la tombe de Ryuma en échange d'Enma. Eiichiro Oda concluant son flashback par une apanadyglose scénaristique, finir comme ça a commencé, les fourreaux rouges prêts au combat faisant face à Kaido, face à leur destin, et plastiquement encore une fois ça claque. Il est donc intéressant de savoir que nous savons. Oui, comme pour les fruits du démon des 2 vieux Kuruzumi, Oda narre intelligemment son histoire, car nous, lecteurs, connaissons depuis le début la toute fin. Oui, nous savons que les 2 vieux vont mourir pour que leur pouvoir se retrouve un jour chez Bartolomeo et Bonne Clé. Nous savons que Moria a perdu contre Kaido tout
tout son équipage, l'obligeant à en faire des zombies. Comme nous savons que Oden va mourir ébouillant et vif après avoir blessé Kaido, que Denjiro et Ashura Doji vont affronter l'empereur, que Kinemon, Kanjuro, Okiku et Raizo vont être envoyés dans le futur, que Kawamatsu va protéger Iori et Nekomamushi et Inuarashi vont se disputer pour ne plus jamais se reparler. Nous savons déjà tout ça, et pourtant il va être très intéressant et dramatique de le voir en dessin. Oden infligeant sa cicatrice à Kaido et surtout utilisant enfin son Haki des rois, car pourtant déjà annoncé au chapitre 924 par Ashura Doji, nous n'avons jamais vu Oden l'utiliser. Là est le moment idéal, sûrement donc dans le prochain chapitre qui va aussi nous apporter la nature de la dispute entre le chien et le chat. Oden est parti pour se venger à l'aide de ses 9 vassaux dont on a quand même enfin l'origine du nom, les 9 fourreaux rouges, tout simplement parce qu'ils y sont allés durant le coucher de soleil, se reflétant sur leurs fourreaux, sur leurs katanas et tout. Ça devait être magnifique en animé, ça risque de trouiller le cul. Bref, c'est super, et en plus dans tout ça, ça crée un magnifique parallèle au chapitre 959, chapitre 969, 10 chapitres d'écart. Luffy disait ce Kaido, je vais me le faire. On a les deux héros de l'histoire, on a un seul adversaire, on sait qu'il y en a un qui n'a pas réussi, mais cette fois l'autre il perpétue la volonté d'Oden Kuzuki avec ses vassaux, il les a rassemblés et tu te dis Kaido cette fois doit tomber. C'est fou comme tout revient au chapitre 576, les paroles de Barbe Blanche juste avant sa mort. Comme certains auront la volonté de Ace, d'autres perpétueront la volonté de Roger, Ou comme 9 fourreaux rouges et leur maître. ou comme tous ceux qui portent un D dans leur nom. Ou tous ceux qui le veulent, allez rentrer dans la danse. Et c'est pour ça que moi ça me chamboule vraiment tout ça, parce que ici Oda aura vraiment pris le pari de construire une histoire super longue et à nous faire connaître et à nous faire aimer les fourreaux rouges, parce qu'on sait très bien que tout va se terminer dans le présent. Le pari est fait, le payback va être là et on va se dire fuck, yes, à chaque fois qu'un seul personnage il va lui arriver un truc, on va être là en mode waouh, ce personnage je le connais, je l'adore, je le connais depuis maintenant des semaines, des années. Va se faire tarter. Voilà, comme quand des méchants vont se faire avoir, quand des gentils vont se faire avoir, et ben dans tous les cas on va être tous en sueur. Et en parlant de personnages, nous avons le retour d'Ashura Doji qui était devenu depuis 5 ans Shutenmaru le bandit, qui avait un peu abandonné parce que son poste de fourreau rouge, parce qu'il avait été déçu d'Oden. Choqué déçu. Voilà, mais clairement qui était reparti de Wano comme un gros lâche pour aller découvrir Raftel. Et aussi quand même, et ben la première apparition de fucking Denjiro C'est-à-dire adulte. que quand on est Shiroda, on aime être subversif. On nous le met comme ça de nulle part, surtout que bon, désolé, cet infime beau gosse, vous lui enlevez ses Ray-Ban, c'est exactement Koshiro, le maître de Zoro. Parce que, rappelez-vous, dans le présent, nous étions vraiment face à Onegashima durant la tempête et une chose devait être mise au clair, qui est le traître des fourreaux rouges. Parce que nous savons très bien que Orochi est au courant de tout ça et tout. Chacun dans Wano Kuni porte des masques. Depuis le début de Wano Kuni, nous soutenons cette idée. Oda a construit son arc d'une façon encore jamais faite. Tout personnage porte en réalité un masque et donc une double identité. Comme de véritables comédiens, Wano Kuni s'ouvre même comme une pièce de kabuki, théâtre traditionnel japonais. D'où le nom que nous avons donné à cette théorie, le théâtre des illusions. Tout commença avec le premier masque tombé, celui de Kinemon qui n'est pas le père de Momonosuke mais son serviteur. Et c'est à ce moment-là que nous découvrons, nous lecteurs, que chaque personnage de Wano Kuni possède en fait une double identité. La politique isolationniste du pays l'empêchant de savoir réellement ce qu'il se passe dans le monde, Kawamatsu n'est alors pas un kappa mais sûrement un homme poisson. Comme Inuarashi et Nekomamushi ne sont pas le chien et le chat qui parlent mais en réalité des minx. Ensuite, Shentomaru s'avéra être Ashura Doji, Okiku n'est pas une femme mais un homme, Tonoyasu est en fait Yasue Shimotsuki, Papy est en réalité Yogoro le Fleuri, Drake est en fait un infiltré de la marine, Hawkins n'a jamais voulu être dans le camp de Kaido, Komozaki est en fait Iori Kuzuki, Gyukimaru s'avère être en fait Onimaru et Kamazu l'assassin est en réalité Killer. Oda jouant avec les mots, les masques étant une image mais aussi la réalité, avec Killer et son masque, Komozaki avec le masque de Kitsune, Itetsu avec le masque du Tengu et Sanji avec Osaba Mask, le mangaka s'imprégnant totalement de la culture kabuki. En notant d'ailleurs que tous les Mugiwara sont eux aussi sur l'île Incognito, chacun ayant une nouvelle vie et donc une nouvelle identité depuis des semaines, Franosuke, Luffy Taro, Zorojuro. C'est pourquoi depuis des mois nous sommes sûrs au Mont Corvo qu'il s'agit ici de la ligne directive d'Oda pour cet arc, le rendant à la fois tellement fascinant mais aussi complexe. Nous sommes donc persuadés alors que, à l'instar de tous ces personnages qui nous ont été présentés 2 fois chacun, Otoko doit être Ushimitsu le garçon voleur, Otoko signifiant homme ou garçon en japonais, dormant le jour et volant la nuit, elle est le profil type. Denjiro est alors un des rares personnages à porter encore un masque, absent du récit dans le présent, il est impossible de deviner sa position et sa réelle identité, si ce n'est sa ressemblance frappante avec Koshiro le maître de Zoro. Seulement, un dernier
dernier personnage porte encore un masque, c'est le traître. Nous savons depuis le chapitre 955 Orochi au courant de toutes les actions de la rébellion. Oda semant des indices tout le long du récit, quelqu'un dans le groupe fait fuiter les informations à Orochi. Nous avons donc un traître et cela depuis l'arc de Zo, l'île normalement inatteignable sans vivre card et sans cesse en mouvement. Comment Jack et ses hommes ont-ils alors pu réussir à venir sur Zo? Comment Orochi peut être au courant de tout ce qu'il se passe pour l'alliance du port de Tokage? Comment a-t-il pu démanteler toute l'alliance? Il y a donc forcément un traître chez les fourreaux rouges. Et c'est assez intéressant parce que, encore une fois, aujourd'hui c'est presque impossible de le deviner. Est-ce que c'est Kanjuro et toutes ses actions cheloues depuis Dressrosa? Est-ce que c'est Okiku qui ferme un peu sa gueule? Quoi qu'il en soit, les fourreaux rouges marchent vers leur destin, marchent vers un seul but, c'est Kaido. Et il est très important de noter qu'on a un auteur ici pour conclure cette review parce que c'est quand même méga stylé qui dit que vous vous en souviendrez de Oden Kuzuki qui a pleuré. Et c'est vrai que s'il pleurait de joie, s'il avait les larmes à l'œil devant Raftel ou quoi que ce soit, ou devant la mort de Roger, eh bien c'est simplement parce que c'était plus de la joie, des émotions, vous savez, des gros feels. Cependant ici, c'est des larmes de colère, des larmes de tristesse. Et c'est la première fois, et c'est vrai qu'on l'a oublié qu'il a été présenté, cet absolute monster, ce mad lad. Comme le mec qui a un rem, qui a ça, c'était pas un humain normal, vous savez, on dirait un mutant. Et bien là, on le voit pleurer. Un peu un héros mythologique. Voilà, quoi. et il montre ses larmes et on dit, ben ça, soyez-en témoins. Et alors on a ici la création d'une légende, vous qui êtes ici jusqu'au jour ultime, qui est l'heure légendaire. L'heure légendaire, d'ici à l'heure légendaire, ça montre que vraiment, enfin, c'est ici, Ishiroda nous dit, vous êtes témoins de quelque chose, attention, ne clignez pas des yeux, ça va aller très vite. Profitons les amis, parce que Oden Kuzuki va nous dire au revoir dans un ultime coup de grâce, ça va être vraiment magnifique. Merci à tous d'avoir suivi cette review, c'était Kamaltero et c'était Kitaro. Ciao ciao.